Alors aujourd'hui, on va parler de comment manager ses équipes comme un magicien. Alors, on a deux magiciens avec nous. Alors, évidemment, on n'a pas de lapin qui sort d'un chapeau ou ce genre de choses. On va parler de choses réelles, concrètes. Mais l'idée, un petit peu, c'est vraiment de vous donner des clés, encore une fois, pour que vous sachiez comment peut-être mieux gérer vos équipes avec des trucs, des astuces, des cas concrets, des principes de base aussi qu'il est bon de se rappeler. Donc au programme, on va d'abord très succinctement dire qui nous sommes sur une slide, ça va être très rapide. Qui sont nos deux magiciens aujourd'hui, Richard et Aurélien. Et puis on va démarrer à comment manager ces équipes directement dans le vif du sujet. Alors qui nous sommes? Qui sommes-nous? Nous sommes Rivalis, qui est attendez, en même temps, j'accepte les gens qui arrivent, donc je dis bonjour à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai des petites hésitations. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que je suis obligé de faire la petite manip technique derrière. Donc Rivalis, qui sommes-nous? Nous sommes le premier réseau d'accompagnement des dirigeants en France, créé en 94, 26 ans d'expérience, bientôt 27, 730 conseillers en France, partout en France, et même dans les dom-toms, qui accompagnent les dirigeants de petites entreprises. On est vraiment spécialisé sur les TPE, c'est-à-dire de 0 à 19 salariés. 87 395 entrepreneurs utilisateurs de nos services. Le BSP, c'est notre feuille de route. Qu'est-ce que c'est que le BSP? C'est le bon sens paysan, le bon sens populaire, de différentes façons de le dire, mais en tout cas, ou le bon sens pratique. Mais en tout cas, c'est une philosophie que nous, on a développée dès le début, qui permet d'aller à l'essentiel, au plus simple et au plus opérationnel pour les utilisateurs de nos solutions. L'objectif, parce que c'est intéressant de le voir, c'est quoi? C'est par des outils, par de l'accompagnement, finalement, c'est la sérénité du patron. C'est quelque part notre mantra, notre idée qui a germé il y a des années, en 94, un entrepreneur qui s'est dit, juste pour l'histoire très rapide, qu'il n'était pas normal qu'il y ait tant d'entrepreneurs qui ferment boutique en raison d'un problème de gestion uniquement. Que ce soit un problème de clientèle, manque de clients, ce genre de choses, ça c'est une chose. Mais quand on a des clients qu'on doit normalement prospérer, il n'est pas logique qu'une entreprise ferme. Donc, il s'est attaqué à ce problème-là et il a créé une méthode, tout simplement, alors qui a évolué, qui reste sur des fondamentaux identiques, mais qui a évolué évidemment et qui permet aujourd'hui à des milliers d'entrepreneurs de vivre beaucoup mieux, beaucoup plus sereinement de leur activité, avec justement un conseiller ou une conseillère auprès d'eux. Enfin, 93% de satisfaction client, donc c'est important toujours de le signaler. Alors, qui sont nos magiciens? Donc, on va parler de vous, Richard, Aurélien. Peut-être, Richard, donc tu peux commencer? Moi, je suis rentré dans le réseau en 2018 et donc j'accompagne en effet des TPE-PME et puis on essaye de trouver sur l'axe d'aujourd'hui, dans le management, en effet, parfois des difficultés et de sérénité et des relations avec les salariés. Donc, du coup, voilà, je suis situé, comme je le disais tout à l'heure, en Saône-et-Loire, pas très loin de Mâcon. Et puis, on essaye d'accompagner ces dirigeants à être sereins, comme tu l'évoquais à l'instant. Très bien. Aurélien, de ton côté? Ben pour ma part, moi, je suis dans le réseau depuis début 2019. Donc, tout comme Richard, on essaie d'accompagner au mieux les chefs d'entreprise pour leur apporter justement un petit peu de tranquillité et de sérénité. Donc, moi, je suis dans la région Rhône-Alpes. Moi, je suis entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Très bien. Alors, l'idée aujourd'hui, évidemment, c'est pas de vous présenter la méthode Rivalis. À la limite, pourquoi pas? On fera un webinaire là-dessus. Là, c'est vraiment de vous donner des clés pour vous aider à mieux gérer vos équipes. Donc, on va d'abord poser une question qui est toute bête. Le management, ça sert à quoi, finalement? On va commencer par toi, peut-être, Richard, là-dessus? Allez, c'est oui. À quoi sert le management? En effet, c'est à organiser et orienter les décisions du patron vis-à-vis de ses salariés, mais aussi vis-à-vis de lui-même, parce que dans l'organisation vis-à-vis de soi-même, on s'auto-manage et être en adéquation avec des objectifs qu'on a pu se fixer, et donc gagner de l'argent et être
on l'évoque souvent, mais être serein chaque jour et savoir où est-ce que je vais au quotidien. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, en fait, on voit le management uniquement comme la partie immergée de l'iceberg qui serait d'accompagner ou de gérer des équipes, mais avant ça, c'est organiser son entreprise et ses ressources, notamment les salariés, en adéquation avec ces objectifs-là. Il faut d'abord définir ces objectifs, c'est ça? Tout à fait. Faut à la fois professionnel, mais aussi à la fois personnel, c'est aussi bien se connaître. Et quand on a fixé ses propres objectifs, et ben du coup, on peut amener une cohésion d'équipe, une compréhension de où est-ce qu'on veut aller en fonction de ses projets, quand on aura décidé dans le temps. Voilà. Ouais, quand on n'a pas l'objectif, je fais l'inverse dans ma tête. Quand on n'a pas d'objectif, comment on peut effectivement diriger des équipes? Parce qu'on ne peut pas leur dire où on va finalement. Quelque part, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est que si on ne se donne pas une vision à court terme, moyen terme ou long terme, il est difficile de mettre en adéquation et d'expliquer à ces équipes comment on va pouvoir atteindre la fin d'un chantier en fonction des ressources que l'on met là, etc., ou du matériel, le cas échéant, ou des outils qui sont mis en place. Donc, du coup, il faut bien se donner des objectifs complets et non des durées plus ou moins longues. Alors, on verra des exemples après. Là, on est vraiment juste dans la définition. Après, il faut contrôler pour vérifier l'atteinte des objectifs. Ça, on a tous compris, je pense. Et on verra justement quels sont peut-être un peu les moyens de contrôle qu'on a aussi. Très bien. Deux types de management. Stratégique, opérationnel. Aurélien, est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, en effet, il existe deux types de management. Donc pour la partie management stratégique, donc là, en fait, le chef d'entreprise ou dirigeant va définir sa stratégie d'entreprise à long terme. Donc, en fait, on est dans l'idée de développer l'entreprise et de la pérenniser. Donc, pour cela, en fait, on applique une méthode relativement simple, analyse des ressources et des compétences de l'entreprise. Donc, ça va être ses forces et ses faiblesses. Et d'un autre côté, on va analyser l'environnement pour voir les opportunités et les menaces. Donc, en fait, on va déterminer la ligne de conduite pour les années à venir et fédérer les équipes autour d'un projet d'entreprise. Donc, en fait, il va falloir communiquer là-dessus et expliquer aux équipes en fait les orientations qu'on prend, pourquoi on les prend, pour qu'elles puissent les comprendre et se les approprier. D'accord. On peut prendre un exemple. Un exemple là-dessus, ouais. Par exemple, un artisan qui se retrouve à l'étroit dans ses murs, qui ne sait plus comment stocker, qui le matin c'est un peu compliqué, le soir aussi, et il va vouloir de la place. Il va vouloir par exemple acheter ou créer ou construire un nouveau dépôt. Ou typiquement un autre artisan qui veut, un maçon par exemple, qui veut développer une nouvelle activité et qui va se tourner vers de la charpente qui est assez complémentaire de son métier d'origine. Ouais. Et donc là, du coup, ce qui est important, c'est de prévenir les équipes, de faire comprendre aux équipes pourquoi on se développe comme ça, de donner justement la vision stratégique. C'est ça, parce qu'à partir du moment où ils comprennent pourquoi on le fait et qu'ils sont impliqués dedans, ils seront moteurs et ils vont s'approprier l'objectif également. Oui, d'accord, ok. Donc ça, c'est la vision stratégique. Alors, la vision opérationnelle, du coup? Alors, pour la partie opérationnelle, on est sur des décisions beaucoup plus à court terme ou moyen terme. Donc là, l'objectif, ça va être d'optimiser nos ressources, donc que ce soit humaines ou matérielles, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, en fait, en d'autres termes, on va mettre les actions en place pour arriver à notre objectif. Donc, si on reprend l'exemple de ce qu'on disait juste avant, pour un nouveau bâtiment, ça peut être par exemple d'embaucher du personnel pour augmenter son chiffre d'affaires. Ou dans le cadre du maçon qui veut changer son activité, plus que changer, il veut accroître son activité par une activité connexe, ça va être par exemple former du personnel, recruter du personnel, acheter du matériel, mettre en place les assurances complémentaires, etc. Oui, on est plus, je dirais, dans la gestion opérationnelle des différentes tâches à mener. Et là, on va gérer les équipes sous forme peut-être beaucoup plus de planning, de réunion, voilà, c'est toute la partie, on va dire, management opérationnel, c'est ça. Hein. C'est ça. Très bien. Également, deux axes de management qui existent, l'axe vertical et l'axe horizontal. Richard, est-ce que tu peux nous dire un peu la différence entre les deux? Ce qui se passe, c'est que chaque personne aussi, on parlait de magicien dans notre thématique, chacun est un magicien dans le management, parce que chacun est individuellement différent, et du coup, il y a forcément ces deux axes régulièrement qui se dégagent et qu'on peut utiliser. Donc, l'aspect orientation vers les relations hiérarchiques,
la façon verticale, c'est un peu pyramidal, ce qui permet d'expliquer les tâches que je peux déléguer. C'est la notion de délégation, bien entendu, et des bonnes pratiques pour chacun de ces axes qu'on verra un petit peu plus loin. Et puis l'aspect horizontal, c'est plus l'orientation sur le terre-à-terre, sur le quotidien. C'est quand je démarre le matin et que je lui dis, il faut que charger ton camion, par exemple, et puis tu vas aller faire ça, ça, ça et ça de façon très précise. Et voilà, donc du coup, c'est plus des tâches contrôlées. Ça, souvent, on revient aussi sur la notion de sécurité sur certains chantiers, en disant, là, tu es obligé de sécuriser, donc c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est un management précis de tâches, alors que la notion de verticalité donnera un petit peu plus de responsabilité aux salariés. D'accord, ok. C'est lié à quoi, finalement, ces deux types de management, à l'âge du Souvent patron, des choses comme ça? oui, souvent, c'est en effet, c'est l'expérience du patron, l'âge du patron, qui, en fonction de son expérience vécue, va être habitué à déléguer ou non, qui sait faire confiance ou non, ou qui est dans le contrôle ou pas. Voilà, et donc du coup, en fonction de ça, chacun va adapter ce type de management, ces axes de management en fonction de soi, mais souvent en fonction de son expérience et de ses compétences propres. D'accord. Oui, et puis ça dépend des tâches aussi, j'imagine. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, lorsque c'est des tâches de sécurité où effectivement il faut être vraiment aux normes, et là, c'est l'entreprise et le patron derrière qui peuvent en être responsables. Là, j'imagine, on est beaucoup plus dans l'horizontal. On dit ce qu'il faut faire et voilà, il n'y a pas de délégation possible, quoi. C'est Non, vraiment, non, c'est vraiment vérifié. voilà, on se met au niveau du salarié et on explique en disant c'est ça que je veux et c'est ça qui me correspond et c'est ça qui doit être. Voilà, donc c'est très important D'accord. d'orienter sur des choses précises. D'accord, donc c'est intéressant. On a vu différents types justement de types de management, d'axes de management, de façon de gérer. Ça nous permet de mieux comprendre ce que c'est que le management. Maintenant, on va aller directement dans les fonctions du management. Alors, on ira dans le détail vraiment de chaque, notamment sur les exemples BTP sur lesquels on pourra aller plus dans le détail, justement. Aurélien, sur cette partie, piloter, organiser, contrôler, diriger, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, la partie management continu avec le pilotage. Donc, le pilotage est très important. Donc, en fait, le chef d'entreprise doit informer ses équipes. Donc, il y a une grosse importance de la transmission de l'information. En fait, c'est vraiment le meilleur moyen pour lui de garantir l'implication de ses collaborateurs et donc de parvenir à l'objectif qu'il s'est fixé. Sans information, ça va être très, très compliqué d'y arriver. Ensuite, il va être important de les former. Donc, les salariés ont besoin d'être formés. Donc, l'entreprise peut avoir besoin de les faire progresser pour monter en compétences ou, par exemple, pour faire une évolution vers un autre poste. Donc, Mhm. cette partie information-formation, c'est vraiment le parti pilotage des ressources humaines. OK. Ensuite, on va parler aussi d'organiser, planifier. Donc, organiser, planifier, c'est quoi? Bah, c'est que chaque collaborateur doit savoir ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Et il est important que le salarié le sache en amont. Souvent, il est plus serein s'il le sait à l'avance que s'il découvre ça sur le tas. Donc, d'où l'idée d'informer, organiser et tout vraiment préparer en amont. Ouais. Oui, oui, tu as raison. C'est vrai qu'on a l'habitude, en tant que salarié, bon, d'être informé, alors quelquefois un peu tard, et du coup d'être pris un peu au dépourvu, peut-être par C'est ça. rapport à cette tâche, de peut-être mal la faire, du coup, surtout quand ce sont des tâches qui nécessitent de la préparation. Donc là, ça devient vraiment important d'organiser tout ça. C'est ça, il faut organiser tout ça, il faut que les choses soient claires pour que les gens sachent ce qu'ils ont à faire exactement et ce qu'on attend d'eux. Si on leur explique mal, ils ne peuvent pas comprendre et ils peuvent faire mal. Donc, Oui. toute l'importance de bien communiquer. Et donc l'aspect contrôle. Donc, l'aspect contrôle, eh ben, c'est toujours pareil. Ben, il faut réussir à vérifier qu'on est bien dans la réalisation des objectifs qu'on s'est fixés pour assurer la bonne marche de l'entreprise. Donc, en fait, on va pouvoir vérifier rapidement s'il y a une dérive ou pas par rapport à l'objectif et donc d'y remédier rapidement et en mettant en place les actions correctives nécessaires. Donc ça, c'est une chose qu'il faut vraiment mesurer régulièrement et mettre en place auprès de ses équipes.
Un exemple, par exemple, sur le contrôle Le contrôle, par exemple, un chef d'équipe, quand il rentre le soir, c'est important d'avoir son retour sur la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui allait bien? Qu'est-ce qui allait mal? Toujours pareil, dans l'esprit de progresser et d'être sûr dans le suivi de nos objectifs, qu'on est bien où on l'attendait. Oui, et puis dans la fonction de diriger, dans la fonction de diriger, là, c'est clairement voilà, guider les équipes. C'est l'ensemble de toutes ces fonctions. Quelle direction on doit prendre et comment on va faire. Oui, et comment diriger? On va le voir justement juste après, parce qu'il y a différents types de direction, finalement. On peut diriger de façon différente. On va parler donc de qualité du manager. Là-dessus, Richard, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comme on l'a évoqué tout à l'heure, en effet, c'est que déjà le manager, il doit se connaître lui-même et avoir une certaine maîtrise technique. On parlait d'expérience tout à l'heure du dirigeant. Si on a une bonne maîtrise technique, c'est plus facile de la transmettre et de donner, de manager des équipes, sachant que l'on connaît parfaitement ce qu'on va demander comme tâche. Donc c'est important de transmettre et de former en même temps. Il l'évoquait Aurélien juste avant. Aussi de bien comprendre les enjeux de la mission qui est confiée aux salariés, parce que derrière, comme on l'a évoqué, il y a des objectifs, et ces objectifs, il faut aussi qu'ils soient réalisables ou atteignables par les salariés. Souvent, on se donne des objectifs, mais on ne prend pas le recul de se dire est-ce que c'est réalisable ou atteignable dans la durée, dans le moment, parce que des fois, en effet, c'est peut-être les intempéries dehors qui les rendent moins réalisables ou atteignables dans le délai, pour ceux qui travaillent en extérieur, etc. Donc, c'est cet aspect technique des choses qu'il faut bien maîtriser et avec ses objectifs. Alors justement, je m'attarde justement sur cette partie maîtrise technique. Être un bon, et en général tous les artisans sont des gens de métier, sont des gens qui connaissent parfaitement la technique justement. Être un bon technicien finalement. Toi, ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que c'est important parce que, tu sais combien de temps prennent les choses à faire, puisque tu sais les faire, donc tu sais combien de temps, et ça te permet de planifier auprès de tes équipes justement un planning ou une stratégie qui est atteignable, qui est réalisable, qui est réaliste. Tout à fait. Si on prend un jeu de cartes comme le magicien, en effet, si on veut faire le tour de magie, mais qu'on prend le jeu de cartes et puis qu'au premier, on trie les cartes, on les fait tomber, en effet, on sera moins crédible auprès de ses équipes que si on a été entraîné, qu'on a eu de l'expérience dans ce domaine-là et qu'on fait un tour de magie, tire une carte, on trouve la bonne carte. Et bien là, c'est un petit peu la même chose, c'est de dire comment je transmets mes compétences pour trouver le bon appui, les bons mots pour que derrière, mon salarié fasse la bonne tâche et sache le faire aussi bien que moi, sinon au moins aussi bien, sinon mieux peut-être. Ouais, et donc, effectivement, l'aspect pédagogie, par contre, qui est important aussi, la transmission de l'information, tu viens de l'apprendre. Il y a deux qualités finalement à avoir derrière, la maîtrise technique et le savoir-faire pour aussi le transmettre. Technique. Ouais, et le relationnel, parce qu'en effet, on a dit donc surtout sur la maîtrise technique, mais les qualités humaines sont importantes. Le relationnel avec les gens, en fonction de ce que l'on est, elle ne sera pas forcément la même. Donc, un des points essentiels des qualités humaines qu'on cherche chez le manager, c'est l'écoute. Je pense que savoir écouter, c'est toujours très difficile en fait. De se dire non, je ne parle pas, je ne conditionne pas, je ne fais pas avancer le salarié, mais là, je m'arrête et je l'écoute. Voilà. Et là, dans les qualités humaines, c'est bien la relation que j'aurai avec mes salariés et mes équipes dans l'écoute. Et là, je pense que c'est un point essentiel. Si on sait écouter, on a déjà gagné une bonne partie du management puisque on est posé devant ses équipes et déjà, ça apporte beaucoup de choses derrière. Et on revient sur ce savoir communiquer. Ensuite, dans la communication, c'est d'être clair, efficace, concis et faire répéter aussi souvent. Voilà, c'est faire reformuler la personne qui est en face de soi. Parce que nous-mêmes, dans ce qu'on est en train d'écouter ensemble, on ne saura pas le reformuler exactement avec les mots à l'identique ou dans la compréhension qu'on peut avoir de chaque mot qu'on est en train d'évoquer cet après-midi. Et donc, du coup, il faut s'assurer que l'autre a bien compris ce qu'on vient d'évoquer. Voilà. Et ça permet aussi, dans cette communication, de savoir anticiper et de se donner, et de préparer les objectifs. Parce que qu'on arrive le matin à la hâte, à la dernière minute, voilà, j'ai un client qui m'a embêté au téléphone, j'arrive à l'équipe, je ne sais pas comment expliquer les choses. C'est le management, et le management, le fait d'avoir anticipé en donnant, et on le verra un petit peu plus loin, des plannings notamment, on en sera beaucoup plus efficace. Ok, donc ça, c'est quelques grands principes, effectivement, les qualités du manager, avec des exemples que tu donnes. Alors,
on va attaquer une partie qui est quel manager êtes-vous? Parce que du coup, on a commencé un petit peu à en parler, mais là, on va le faire de façon un peu plus précise, on va dire. Alors, 4 phrases pour dire une même chose qui pourrait être: est-ce que tu peux me faire ça, s'il te plaît? Et la personne a 1 heure pour le faire. 1, 2, 3, 4, 4 façons de le dire. Fais-moi ça et sans discuter, s'il te plaît, tu as 1 heure. Certaines personnes peut-être se reconnaîtront. Si tu le réalises en 1 heure, tu as ta prime. Peut-être que d'autres personnes diront plutôt ça. Si on s'y met tous, on rentrera de bonne heure. Donc une autre façon de dire les choses. Et une dernière façon: je te fais confiance, tu vas y arriver en 1 heure, j'en suis sûr. Est-ce que vous pouvez, on va jouer un petit jeu, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dans le chat, mettre quelle est votre phrase qui vous correspond à vous? Pas qui est la mieux, forcément, hein, pas celle que vous jugez la mieux, mais en tout cas celle qui vous correspond à vous. La 1, la 2, vous mettez juste 1, 2, 3, 4 dans le slide pour voir un petit peu, voilà, quelle est la partie, qui vous êtes un petit peu derrière tout ça, puis on va vous dire un peu derrière aussi, quel type de management vous êtes, de manager vous êtes, sachant que c'est juste une phrase. Il faudra aller un peu plus loin, évidemment, dans cette logique, d'avoir plusieurs phrases, d'avoir une étude un peu plus approfondie, mais c'est juste pour faire le test. Alors, on voit, c'est intéressant, vous nous répondez de façon assez nombreuse, qu'on a beaucoup de 3 et de 4. Je vous laisse répondre 10 secondes, hein, voilà, pour que tout le monde puisse lire les différentes phrases. Moi, je te fais confiance sur les chuchu, si on se met tous en main. Allez, moi, je dirais que je suis plutôt 3, moi. Allez, hop là. Très bien, on est beaucoup plus dans le 3 et dans le 4. On a affaire à des personnes qui sont pas dans le 1 et le 2. Alors, bien, pas bien, ça, on va voir après, ou si c'est quoi que ce soit, on va voir en tout cas qu'est-ce qu'on peut en dire. Aurélien, sur le premier, puis on va passer à Richard après. Qu'est-ce que tu peux dire donc sur les personnes qui ont dit 1? Donc il y a personne, hein, sauf des gens qui s'y reconnaissent mais qui n'ont pas marqué. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce 1? Eh bien, écoute, on n'a pas de directif. Donc, en fait, le directif, c'est quoi? C'est celui qui est direct, qui va directement donner les règles qu'il a définies et qui atteint un résultat clair. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est que tu vas vers ton efficacité, ça favorise la croissance de l'entreprise et c'est ce qui permet d'atteindre le potentiel maximum. D'accord. Par contre, cette solution, elle a aussi des points faibles. Donc, ce style managérial, ça épuise les équipes souvent. C'est compliqué au niveau relationnel et il y a un risque de démotiver les gens et d'avoir du turnover au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est une méthode à utiliser vraiment. Il faut vraiment être expert dans ce domaine et pas se tromper parce qu'il y a quand même des risques. Oui, et moi, ça me fait penser à une remarque qui est de dire que la première ressource de l'entreprise, c'est l'humain. C'est aussi la première charge, souvent la masse salariale. Et donc, ce style de direction qui peut correspondre à telle ou telle personne, on peut voir qu'effectivement, épuiser ses équipes, avoir un relationnel un peu difficile, touche finalement cette première ressource. Et donc, peut être délicate finalement à gérer lorsqu'on doit avoir un turnover régulier, d'avoir à retrouver des personnes. Ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué aussi à chercher et à trouver des gens, notamment, on le voit dans le BTP, des gens qualifiés. Donc, ce système de direction, de management, il faut bien en connaître tout simplement les avantages et les inconvénients. Richard, sur le persuasif. Le persuasif, il veut entraîner ses collaborateurs à aller quelque part et pour qu'ils se dépassent, là, comme la phrase est indiquée, en effet, tu as ta prime, donc du coup, peut-être sous une forme de carotte, toujours en disant je vais t'apporter quelque chose de complémentaire sur le salaire, sur des primes, etc. Et donc, du coup, comment il l'amène? C'est surtout en étant inspirant, c'est-à-dire que les salariés ont envie de le suivre et en plus, il leur apporte, il tient en compte de leur avis. Voilà. Mais c'est avec une certaine autorité qui est aussi faite là, parce que l'objectif doit être atteint, et pour qu'il soit atteint, il dit, voilà, je vous donne des moyens supplémentaires si on y arrive tous ensemble. Voilà. Donc on a plus le sentiment d'appartenir à une équipe, et le persuasif, il veut une vraie cohésion dans l'équipe. Voilà. D'accord. Et donc, le point faible du coup derrière? C'est plutôt de cadrer l'espace de liberté des salariés, quoi. Il est obligé de garder quand même un cadre assez rigide par rapport à ça.
Parce que autant ça peut être plus facile de gérer des conflits, mais au centre de l'autre côté, il faut qu'il y ait un cadre qui soit quand même très très bien défini. Et donc dans la façon de communiquer, il faut aussi que ça soit très très fiable en termes de présentation des tâches. Voilà, dans ce domaine-là, il faut que ça soit très fiable parce qu'on ne peut pas dire tout et son contraire qu'on est un dirigeant persuasif. C'est-à-dire on y va et on va y arriver et on va faire comme ça. Voilà. D'accord. Intéressant ce que Christian a fait le calcul. On est à 50-50, hein, 3 et 4. C'est à 12 pour les 4 et 11 pour les 3. 11 réponses pour les 3. Vraiment, c'est du 50-50. Donc, on a compris le persuasif. Après, on a le participatif. C'est celui qui dit, si on s'y met tous, on rentrera de bonne heure. Aurélien, tu peux nous en parler? Alors ouais, ce style participatif, pardon, c'est celui qui est un petit peu le plus ouvert et quelque part le plus humain parce que ça entraîne vraiment une relation de confiance. On oublie le côté hiérarchique et en fait, c'est l'idée de on bosse main dans la main. Donc c'est vrai que ça a un point fort, c'est qu'en fait, il y a une adhésion et une implication forte des collaborateurs. Puisque étant donné qu'ils sont main dans la main, justement, on est vraiment moteur de l'action et on est dans la prise de décision. Oui, on décide tous ensemble. On est en réunion. Moi, je nous imagine, on est tous en réunion. On décide tous ensemble. Donc, tout le monde est impliqué, concerné vraiment dans la décision. Le point faible de ce type de management? L'inconvénient un petit peu, c'est qu'on est tous ensemble, on décide un petit peu tous. Encore faut-il que le patron soit d'accord avec les autres. Parce que s'il y en a 4 qui pensent une chose et que le patron pense autre chose, ça va devenir un petit peu compliqué. Donc après, il faut vraiment faut qu'il y ait l'adhésion quand même qui doit être là. Et après, ça peut être long à mettre en place parce qu'il peut y avoir discussion. C'est participatif, donc ça peut être long. Oui, disons que ce modèle de décision peut être, c'est peut-être ce qu'on dira d'ailleurs en conclusion, c'est peut-être que ça dépend de la tâche, ça dépend de la décision à prendre aussi. C'est ça. Voilà, il y a un niveau d'importance, tu peux plus faire participer ou pas les gens. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on va finir sur cette partie. Effectivement, Richard, le délégatif, c'est celui qui dit « Je te fais confiance, tu vas y arriver en 1 heure, j'en suis sûr ». Eh bien oui, en effet, sur l'aspect délégation, là, c'est la confiance plus. C'est-à-dire que, par définition, je te donne un chantier à faire, tu y vas et je te fais confiance la plus totale et tu vas le faire dans l'objectif que je t'ai fixé, avec les moyens que je t'ai donnés. Et voilà, en complète confiance. Et ça, du coup, ça met une pression forte sur les salariés qui portent la responsabilité du chantier, notamment, du coup. Mais par contre, c'est un gain de temps très très fort par rapport au participatif, où on peut avoir des réunions très chronophages. Là, pour le coup, on délègue et on envoie sur le chantier le salarié. Et du coup, le dirigeant a beaucoup plus de confort par rapport à ça. Et puis, du coup, l'ambiance en général au travail est très très bonne dans ce domaine-là, puisque dans le délégatif, on apporte toujours cette petite pointe de compétences supplémentaires. On croit aux compétences du salarié qui est en face de nous, quelle que soit sa hauteur de compétence, parce que du coup, ça revalorise les salariés aussi par rapport à ça. Et par contre, dans ce délégatif-là, on sait que la compétence qu'on a choisie en recrutant, dans toutes les formes de management qu'on vient d'évoquer, il y a le recrutement, il ne faut pas se tromper en fonction de ce qu'on est comme manager. Si on est délégatif, en effet, il faut aussi des gens en face qui soient d'accord de prendre les responsabilités du chantier qu'on leur donne. Oui, peut-être que ce modèle-là n'arrive pas tout de suite. Effectivement, je pense qu'il faut connaître bien les personnes avant de pouvoir vraiment déléguer telle ou telle tâche. C'est vrai que du coup, quand on choisit des personnes, surtout à l'embauche, parce qu'il y a des jeunes créateurs d'entreprises qui nous écoutent là, et même après, s'il y a un turnover, donc en fonction de tous ces points et ces managements, il est important d'être compatible avec le style de management que dans le recrutement. Il faut que les personnes qu'on recrute, on soit clair par rapport au management que l'on a. On évoquait tout à l'heure, pour justement prendre un autre exemple par rapport aux gens qui nous écoutent, si on est directif, il va falloir recruter quelqu'un qui est d'accord que l'on lui donne des directions précises, claires et rapides et que ça marche sans qu'il ait rien à redire. Voilà. Et ça, souvent, dans le recrutement et dans le management, des fois, on a des problèmes parce que les personnes qu'on a en face de nous ne nous correspondent pas dans le management qu'on met en place dans l'entreprise. Oui, la personnalité du dirigeant, du coup, doit être un peu analysée. On doit se connaître soi-même, comme dirait Socrate, connais-toi toi-même.
avant enfin, pour pouvoir, je dirais, embaucher les bonnes personnes, celles qui s'adapteront peut-être le mieux à son propre caractère, à sa propre façon de manager. Récemment, j'avais sur un participatif, je fais participer mes salariés, on se voit à chaque fois, on échange sur ces sujets-là, et j'ai rendu compte que dans un de ces recrutements, la personne, elle participe énormément, mais elle critiquait tout le temps tout, en fait. Ça n'allait pas, ça n'allait jamais. On participait, mais autour de la table, voilà, l'aspect de cohésion, on avait du mal à prendre, et c'est bien, il s'est rendu compte, en effet, que dans la personnalité de cette personne-là, sous une autre forme de management qu'elle a mis en place d'ailleurs, eh ben, ça marche beaucoup mieux. D'accord. Et ça, du coup, comme toi et Aurélien, vous accompagnez régulièrement les entrepreneurs. On rappelle que l'accompagnement d'un conseiller, c'est tous les mois dans l'entreprise, pendant une matinée, on va dire, en gros. Ça, c'est quelque chose que vous voyez et que vous pouvez justement ajuster en fonction de vos clients? Ben, pour ma part, oui, tout à fait. Hein. Chez un restaurateur, voilà, sur ses équipes, il est chef en cuisine, mais il était très très directif pour le service en salle. Et en fait, vu qu'il était en cuisine, il ne voyait pas ce qui se passait en salle. Donc du coup, la notion de directif qu'il avait lui en management auprès de ses équipes du service ne devait pas aller, n'allait pas dans le bon sens. Donc voilà, il perdait à chaque fois ses serveurs et ses serveuses parce que du coup, voilà, alors qu'il ne voyait pas ce qui se passait en salle. Donc on a mis un petit peu de temps, plusieurs séances pour qu'il soit plus dans le participatif, pour comprendre ce qui se passe en salle avec ses serveurs, et puis derrière, appliquer des choses. Et du coup, il comprenait ce qui se passait quand il envoyait, ben, il comprenait ce qui se passait en salle. Et c'est l'aspect participatif avec ses salariés en salle qui lui a permis, voilà. Et du coup, il est moins directif avec eux et ça se passe beaucoup mieux. Et c'est super important parce qu'on sait que là, c'est encore plus compliqué d'aller trouver du bon personnel en restauration. Là, donc, c'est vraiment stratégique, hein, ce genre de choses. On a l'impression que c'est pas forcément bon. Voilà, on touche pas aux sous en fait, on touche pas à l'argent, on touche pas à des choses, mais on touche à finalement l'aspect humain qui est essentiel, quoi. Aurélien, c'est pareil chez toi? C'est ça. Le problème, c'est que quand tu rencontres quelqu'un qui est trop directif, le risque, c'est la casse du personnel et des gros problématiques derrière de recrutement. Alors, il faut que le chef d'entreprise soit capable de se remettre en question éventuellement. Et de toute façon, on sait que le chef d'entreprise n'est pas uniquement directif ou uniquement persuasif. Il y a forcément un petit peu un mélange de tout. Parce que trop directif, dans les faits, c'est impossible à appliquer en permanence. Donc, obligé, il va falloir faire participer un petit peu les gens parce que sinon, tu ne peux pas, dans la durée, tenir comme ça. Ouais. Donc, c'est vraiment un mélange des styles qu'il faut réussir à adapter avec, forcément, tu as une personnalité qui va être plus dans l'un des styles de management. Ça marche. Je pense qu'on a bien fait le tour de ces différents types de management. On a une question dans le chat de quelle forme de management était mis en place? Alors, c'était sur quel exemple, hein? Oui, il faudrait qu'il précise. On échangera dans les questions-réponses après. Mais... A préconisé d'utiliser la méthode. Alors, dans le management, une personne de la CCI a préconisé d'utiliser la méthode ICAR pour le recrutement et le management. Alors, moi, je ne connais pas la méthode ICAR, hein, donc je ne vais pas m'aventurer. En tout cas, pourquoi pas, regardons. C'était pour lui le tout premier exemple. Pas de problème. Il y a, je pense, effectivement, différentes théories, différents principes qui existent dans le management. Donc, un outil supplémentaire qu'on pourra regarder par la suite. On va avancer parce qu'il est 36, donc on va avancer sur le contenu. On va parler plus du BTP dans l'exemple qui suit. On a parlé tout à l'heure du pilotage, hein, on se rappelle sur la slide précédente, 2-3 slides avant, sur les fonctions, les grandes fonctions du management. Dans ces fonctions, il y avait le pilotage, l'information et l'information. Là, j'aimerais bien qu'on aille plus précisément dans justement des exemples. Est-ce qu'on peut, par exemple, Richard, tu peux me donner un exemple d'information qui se passe dans une entreprise de BTP au niveau de ce pilotage? Je vais reprendre en plus la question, mais en effet, le but du management aujourd'hui, c'est une relation humaine et c'est aussi ce que chez Revalis est prôné. Voilà, c'est la relation humaine avec le dirigeant. Donc, du coup, en termes de management, c'est aussi une relation de confiance, etc., qui vient là. Et pour le pilotage, comme dans les autres fondamentaux de Revalis, il y en a un qui s'appelle un chiffre, une action. Et par rapport à ça, il faut informer ses salariés par rapport à ça. C'est quand est-ce que je le fais? Informer, c'est aussi se dire quand est-ce que je le fais. Et il y a différents rythmes.
à mettre en place en fonction des chantiers, à distance ou pas à distance. Mais souvent, c'est tous les lundis matins, souvent il y a une prise de petites réunions en équipe, une trentaine de minutes pour pouvoir lancer la semaine et décrire un petit peu ce qui va s'en passer. Et puis, on peut voir ça aussi à chaque début de chantier. Voilà, une réunion sur place avec l'ensemble des équipes qui auront à intervenir sur ce chantier-là. C'est les feedbacks aussi. L'information, elle est aussi montante et descendante. Ça veut dire quel feedback l'on fait d'avancée des chantiers auprès de Pascal, si on prend comme exemple, voilà, son chef de chantier, ou s'il n'a pas le temps, est-ce qu'il y a une bannette où les salariés peuvent mettre une petite fiche écrite, voilà, pour mettre en place les choses. Donc, il y a aussi la chronologie et la méthodologie dont on attend des retours. Et ça, en termes de management, c'est très fort. Et pour le pilotage, c'est d'autant plus vrai que si on a des gens qui arrivent d'un chantier qui nous disent le soir, j'ai pas terminé, alors qu'on avait prévu l'objectif qu'il soit terminé, non, on ne doit pas en être là. Ça veut dire que pendant la durée du chantier, on a pris du retard et on aurait dû l'anticiper et le voir au fur et à mesure du temps. Et ça veut dire que derrière, s'ils doivent y aller une journée de plus, ils vont y aller pour le terminer. Mais du coup, il y aura une rentabilité qui sera beaucoup moins grande par rapport au chantier et l'objectif qui aura été fixé. Oui. Tu parlais de Pascal tout à l'heure, c'est un cas client, un cas concret. Donc oui, tout à fait. Oui. Pardon. Deux choses. Donc, lundi matin, réunion d'équipe, des feedbacks réguliers. Est-ce qu'on fait également des points, je dirais, intermédiaires entre le début d'un chantier et la fin d'un chantier, par exemple, pour dire, voilà, ce genre de choses? Oui, je commençais de l'évoquer. En effet, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on ait dit sur le chantier, ils doivent passer 4 jours l'équipe, ils arrivent au 4e jour, c'est terminé. Non, il faut faire des points intermédiaires à 1 tiers, 2 tiers de l'atteinte du temps passé notamment. Pour atteindre l'objectif, il faut bien sûr faire des points intermédiaires et surtout faire un débrief de fin de chantier qui est essentiel et qui peut aussi amener des récompenses pour les équipes en les félicitant du chantier pour que ça s'est bien passé. Rien que de remercier les gens, c'est une forme de management et ça marche plutôt bien dans la relation humaine et aussi peut-être récompenser sur d'autres biais, qui est, on l'évoquait tout à l'heure, la carotte, avec une prime de fin de chantier parce qu'il s'est super bien passé, on a fini largement dans les délais, et tout, voilà. Donc c'est bien le débriefing qui nous apporte ça et même s'il y a des autres problématiques qui sont liées là, ça nous permet de nous améliorer dans le temps, dans la relation avec les équipes, peut-être qu'ils n'avaient pas compris une partie du chantier et sur lequel on pourrait avoir des leviers pour l'avenir voilà, dans le fonctionnement. Et puis tout ça aussi peut être fait sous forme d'affichage dans l'entrepôt ou dans les bureaux, etc., où on se donne, tiens, voilà, on s'occupe de cette partie de chantier-là, donc on peut faire de l'affichage, des devis notamment, ou des différents lots de travail qu'on doit faire. D'accord. On a vu pas mal la partie information, effectivement, transmission de l'information. Aurélien, sur l'information, tu peux nous donner peut-être quelques types de formations dans le BTP qui sont importantes? Formation dans le BTP, il y a par exemple formation nacelle ou pour le travail en hauteur. On a les formations poids lourds. Ça peut être important aussi de ne pas avoir une seule personne qui puisse conduire un poids lourd et se retrouver coincé quand on est sur un autre chantier et qu'on veut récupérer du matériel. Ça peut être compliqué. Et après, il y a aussi, il ne faut pas oublier, parce qu'on parle beaucoup de formation du personnel, mais la formation du chef d'entreprise est également importante parce que le chef d'entreprise doit lui-même se former pour savoir, pour pouvoir transmettre et transmettre le savoir-être et le savoir-faire de l'entreprise. Ce type de webinaire est là aussi pour ça, pour transmettre effectivement de l'information. Alors, on a des outils de planification. On a vu tout à l'heure dans les fonctions, il y a la partie former, effectivement, mais aussi planifier. Comment ça se passe dans le BTP pour vos clients? Est-ce que vous pouvez nous dire là, un outil que vous utilisez peut-être ou quelque chose comme ça? Pour ma part, on essaye de mettre en place dans la planification des chantiers des outils tels que le diagramme de Gantt, qui est une base Excel, voilà, qu'on pourrait peut-être voir juste après. Voilà, par exemple. Ouais, voilà, tout à fait, qui nous permet sur une durée de chantier de mettre les différentes tâches, de les expliquer aux salariés et aussi qui correspondent à différents salariés, puisque bien entendu, chacun a des compétences différentes et du coup, on les articule aussi dans cette base-là. On a une durée chantier globale. Et derrière, on met les différents lots du chantier et on regarde par rapport à l'objectif qui s'est donné. Là, si on prend cet exemple-là, on voit qu'il y avait un objectif chantier 1 qui était à une date donnée, mais on voit très bien que quand on empile toutes
tous les travaux qu'il y aura à faire, et ben non, ça ne marche pas. Donc, il faut s'organiser différemment. Et peut-être que mon devis initialement n'était pas bon. Et du coup, en effet, ça nous permet de savoir qui, quoi, comment et où et en combien de temps, notamment, ça fonctionne. Et ça nous permet aussi d'avoir un suivi. Quand on parlait de communication, on peut s'en servir pour communiquer avec les équipes dans ce domaine-là aussi. Oui, alors on ne pourra pas voir effectivement tous les modèles de planification de chantier parce que là, ça pourrait être un webinaire là-dessus. Là, c'est un exemple. Bon, le diagramme de Gantt, c'est un diagramme très très connu pour l'organisation, assez pratique, assez visuel. On voit tout de suite voilà, quelles sont en termes de tâches, quelles sont les échéances et avoir une vue globale. Mais effectivement, on pourrait en parler longuement. On va parler du contrôle, c'était la dernière partie. Dans le domaine du BTP, est-ce qu'il y a des choses aussi intéressantes à dire? Aurélien, peut-être? Pour la partie contrôle dans le BTP, il faut mettre en place des indicateurs. C'est super important d'avoir les indicateurs clés de son entreprise pour savoir justement où on va, où on en est. Donc, en fait, dans le BTP, typiquement, c'est le suivi des heures, très, très important. Le suivi de son chiffre, forcément. Et après, le suivi de ses devis. Donc, savoir où c'est que j'en suis dans mes devis. Est-ce que je dois les relancer? Est-ce que mes devis sont validés? Est-ce qu'ils sont refusés? Pourquoi ils sont refusés? Ça va nous permettre de nous poser plein de questions. Est-ce que j'ai un gros taux de refus ou pas? Et puis, savoir également où c'est qu'on en est en termes de charges. Parce que dans notre prévisionnel, on a prévu un certain montant de charges et voir si on est bien dans les clous de ce qu'on s'est fixé ou pas. Alors, j'aimerais bien justement poser une question aux personnes qui sont présentes. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, vous savez exactement, ou à 10 € près, quel est le montant que vous avez dehors, c'est-à-dire le nombre de factures qui n'ont pas encore été payées et qui doivent vous être payées? Est-ce que vous le savez en termes de nombre de factures et en termes de montant, ce genre de choses? Vous me répondez oui, non, voilà, vraiment, c'est vraiment en toute transparence. Oui, très bien. On a des premières réponses. Plutôt oui, c'est bien. Écoutez, bravo, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est important d'avoir toujours en vue. On a fait des prestations et il faut savoir effectivement se faire payer. Et donc, un des indicateurs, c'est aussi effectivement ce suivi qui va générer directement, qui va impacter directement la trésorerie. Donc, on vous a mis effectivement aussi un exemple de tableau de bord de trésorerie. Peut-être que tu peux le commenter ou qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, peut-être, Aurélien? Oui, pardon. C'est vrai que ce contrôle-là est important parce que le management va vous emmener à vous poser des questions en termes de trésorerie et derrière, si vous n'avez pas les indicateurs qui vont bien, l'argent qui est dehors, c'est la durée des heures travaillées, c'est le salaire que vous devez payer à vos salariés, c'est bien sûr les marchandises que vous avez achetées pour faire ça. Et donc, du coup, savoir où on en est par rapport à ces charges-là induit directement le management, parce que si le management n'est pas bon, tous ces points de contrôle vont dire « Ah, il y a un problème quelque part ». Donc, c'est indispensable de les avoir, parce que si la trésorerie dérape, c'est parce que peut-être en termes de management, on a un problème quelque part qu'on n'a pas identifié. Mais le management, je reviens aussi sur ce point-là, ça peut être nous-mêmes. Et souvent, on se dit « Ah, ben oui, c'est forcément les équipes ». Mais non, c'est peut-être parce que le devis n'était pas en adéquation avec ce qui s'est passé. Et donc, du coup, il faut en avoir ce feedback des équipes en termes d'heures travaillées, etc. Et vous, par rapport à votre devis, comparez ça et voir où ça vous mène dans le temps, dans la trésorerie, dans la planification. Et ça, c'est déjà 2 points clés de rentabilité des devis et des planifications de chantier qui sont essentiels à connaître, ou les perspectives et les objectifs, vos points de passage que vous avez fixés. Là, une autre façon de présenter les choses, c'est l'écart à l'objectif, également important pour pouvoir gérer ces chantiers, pour pouvoir planifier justement ses ressources par rapport à ces chantiers. On a un exemple ici où on peut voir voilà, les différents taux, les différents coûts, les prix de vente, etc. qu'on met, et du coup le rouge, le vert, pour savoir, attention, là je suis dans le rouge ou je suis dans le vert justement par rapport au contrôle de mon chantier. Oui, l'objectif qu'on s'est fixé, en effet. De façon plus générale ou indépendant sur un point précis, une durée précise. Et c'est un dernier point qui me semblait important aussi qui me semblait important à vous ajouter sur ce webinaire, c'est de pouvoir anticiper effectivement avant quelle va être la rentabilité de votre chantier
Il y a des outils pour ça. Hein. Les conseillers Evalis utilisent notamment un logiciel qui s'appelle Henri. Mais ça vous permet de valider que votre chantier est rentable. Donc, vous savez si vous êtes dans le rouge, dans le vert ou dans le orange. Et ça va vous permettre évidemment de pouvoir comment dire, mettre les bonnes ressources sur chaque chantier, puisque dans le calcul de devis, effectivement, on met les ressources en question. Richard ou Aurélien, vous pouvez commenter peut-être cette partie-là. C'est important de le savoir en amont finalement. Oui, parce que dans cette analyse-là, ce qui est important, c'est aujourd'hui, si on met les ressources et les compétences en face d'un chantier, peut-être on paye un salarié plus cher, et donc du coup, la rentabilité ne sera pas la même que si on met un apprenti ou quelqu'un qui a 35 ans d'expérience. Et en effet, c'est dans cette partie de management aussi, de dire qui j'envoie sur tel ou tel chantier en fonction de la rentabilité, de ce que j'ai envie d'en sortir et de qui est compétent de le faire. Et donc, la rentabilité d'un devis ne doit jamais être linéaire, il doit être fait en fonction des équipes que l'on manage et qu'on va mettre en face. Et si vous mettez quelqu'un en face d'un chantier que vous avez devisé, mais qui un carreleur, mais alors qu'en fait il a une formation d'électricien, vous comprendrez que si vous mettez pas la bonne personne en face, ça marche pas. Mais ça marche pas non plus si vous mettez un apprenti qui mettra plus longtemps pour faire le travail, plutôt que quelqu'un qui est en compétence qui a 35 ans d'expérience et qui va vous le faire dans un timing très court. Voilà. Et donc ça, c'est important de passer par ces outils de contrôle pour pouvoir gérer ces équipes. Très bien. Moi, ça me paraît super clair et je trouve qu'effectivement, lorsqu'on ne connaît pas forcément le management, quand on est créateur ou autre, on se dit que le management, c'est finalement que la partie, je dirais, comment on se comporte vis-à-vis des équipes, comment on va les motiver, etc., etc. Mais finalement, non, c'est pas que ça, c'est effectivement la gestion qui va permettre de bien gérer ces équipes. Donc, les deux sont extrêmement liés, en fait. Une bonne gestion permet de faire un bon management derrière. Vous confirmez, Richard et Oui, tout à fait. J'attendais qu'Aurélien prenne la parole. Mais bien sûr, on est convaincu que ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Essentiel. Ça marche. On va finir avec les bonnes pratiques rapidement, puisque du coup, il est moins 10, hein, si on va attaquer un petit peu plus les questions. Aurélien, peut-être que tu peux terminer. Oui, vas-y, je te laisse la parole. Pour les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il est important de développer les compétences. Donc, développer les compétences, c'est quoi? C'est accompagner tout le monde dans la progression, que ce soit en termes de formation ou d'écoute, comme on le disait tout à l'heure. Favoriser forcément la coopération au sein de l'équipe, donc très important. Il va falloir savoir communiquer, donc être un relais d'information, être forcément centré sur les faits et savoir écouter et être disponible pour le faire. Donc, il va falloir savoir motiver ses équipes, les encourager. Donc, très important de valoriser les gens à la fois individuellement et collectivement, donc pour avoir la bonne cohésion d'équipe et fédérer les gens autour d'un objectif commun. Organiser le travail. Donc, organiser le travail, c'est quoi? C'est expliquer la finalité de l'objectif et les actions qui vont être amenées. Fixer les objectifs et savoir les déléguer, les répartir au sein de l'équipe. On va avoir aussi le cas de l'encadrement d'équipe. Donc, encadrer l'équipe, ça va être les responsabiliser, autonomiser les gens sur leur travail, faire du feedback, donc on en a beaucoup parlé, éventuellement recadrer, ça peut être nécessaire. Donc ça, par contre, à faire en privé, bien sûr. Après, il faut que le chef d'entreprise fasse preuve d'exemplarité. Donc, forcément, il faut aussi savoir reconnaître ses erreurs, se remettre en question, et puis après, assumer la responsabilité des actions de l'équipe. Il faut pouvoir prendre de la hauteur, donc savoir se détacher un petit peu du quotidien pour avoir une vision d'ensemble, anticiper les enjeux, les problématiques qu'on peut rencontrer. Partager les valeurs d'entreprise. Donc, chacun a ses valeurs et il est important de les faire transpirer par l'entreprise. Et après, il faut être juste. Donc, être juste, c'est quoi? C'est savoir faire preuve d'équité et d'impartialité et puis bien expliquer les recadrages et les sanctions éventuellement en se fondant sur des faits. Et puis après, faut être courageux dans ses actes et assumer ses décisions. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très bien résumé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points-là sont vraiment importants à noter. Et tout ce qu'a dit Aurélien vraiment résume très, très bien tout ce qu'on a vu avant sur la partie exemple. Voilà, le style de management aussi, on en a parlé. Donc, ce qu'on peut peut-être ajouter, ce qu'on n'a pas dit peut-être tout à l'heure sur la partie style de management, c'est qu'il n'y a pas finalement de bon style de management. C'est celui qui s'adapte le mieux au style du dirigeant. Et voilà, et c'est là dans lequel il va se sentir le mieux aussi, c'est quand même son entreprise. Chacun va y retrouver en fonction de sa personnalité. Oui.
Très bien. On va terminer. Dernière slide, juste sur Rivalis. Quels résultats sur le terrain? Parce que c'est important, évidemment, de parler aussi de ce que fait Rivalis auprès de tous ses clients partout sur le territoire. Juste une slide. Des résultats qui sont des résultats d'enquête annuels que l'on fait auprès justement des clients des conseillers. Plus 71% de sérénité pour le dirigeant et plus 40% de résultats, c'est-à-dire de résultats nets pour le dirigeant, pour l'entreprise. Voilà, ce sont les deux principaux. Alors, il y a d'autres chiffres, donc je ne vais pas aller dans le détail. En tout cas, ça montre qu'effectivement, Rivalis s'occupe beaucoup de la santé physique et du bonheur et de la sérénité du dirigeant. Ça, c'est vraiment un point important. Et je pense que ça fait partie aussi du management du conseiller vis-à-vis de son client. Dernière chose rapide, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On a des tutos qu'on fait pour l'ensemble des personnes qui nous suivent, des conseils, des tutos, des choses toujours offertes qui vous permettent de vous améliorer, que vous soyez en mode création de projet ou en développement. Vous avez plein de choses à découvrir sur nos sites internet et nos réseaux sociaux. Donc, je vous invite à y aller, à vous y rendre, à vous abonner évidemment, et puis à nous suivre sur ces réseaux sociaux. Voilà, c'était une petite conclusion, je dirais, sur la partie Rivalis. Peut-être des questions. On arrive vraiment à 54, donc on est au bout de la réunion. Hein, il reste 5-6 minutes, mais on peut prendre des questions supplémentaires. Donc, alors, on n'édite pas le PDF du webinaire. Par contre, on a un replay que vous pourrez avoir sans problème. Donc, n'hésitez pas à… Ou ce qu'on fera peut-être, c'est qu'on fera peut-être une infographie par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Ça pourrait être intéressant d'avoir les informations principales parce que on se rend bien compte que voilà, par rapport au PDF, c'est surtout le discours de Richard et Aurélien qui est intéressant. Là, c'était vraiment pour avoir l'ossature, mais ensuite, vraiment l'information, c'est celle de nos deux magiciens qui était la plus importante et la plus intéressante. Est-ce que dans cette synthèse, on fait un petit tour de magie, en effet. Pourquoi? Parce que je repense à la question tout à l'heure, on nous a dit quelle méthode vous appliquez. Oui. Et en fait, on fait un tour de magie parce qu'on met l'ensemble des méthodes qui existent au service du dirigeant qu'on a à côté de nous. C'est-à-dire qu'on va chercher tout ce qu'il faut pour lui apporter la meilleure solution. Et donc, du coup, on va chercher chez les uns des valeurs humaines, un management plus participatif là, et donc on a fait tous ces supports, et on va venir correspondre. Donc, du coup, voilà, on va prendre tous les éléments qu'on nous donne, et puis on va tout mettre ça dans le chapeau, et on va vous aider à trouver la bonne solution qui va sortir du chapeau pour vous aider et vous accompagner. Oui, il y a beaucoup de critères qui sont effectivement, comme tu l'as signalé, le critère humain d'abord du dirigeant qui est en premier, et puis évidemment les salariés, la taille de l'entreprise, le marché, les clients, il y a plein de choses effectivement qui sont importantes. On va peut-être manager ces salariés différemment lorsqu'on a une clientèle haut de gamme, par exemple, ou une clientèle moins haut de gamme. Voilà, il y a peut-être des différences qui se font, notamment dans le service ou des choses comme ça qui sont importantes. Voilà, donc tout ça est important à prendre en compte, effectivement, dans le management. Est-ce que vous avez d'autres… Il faut être soi-même. Très important d'être soi-même. Alors, on attend encore une minute, mais si vous n'avez pas d'autres questions, on peut s'arrêter assez rapidement. En tout cas, on a fait le tour. Moi, je remercie beaucoup Richard et Aurélien d'avoir participé, de vous avoir, j'espère, aidé et donné des clés dans votre projet d'entreprise. Merci à tous de votre participation, de vos questions également, d'avoir participé à notre petit quiz. C'était vraiment intéressant. Et puis, j'espère que ça vous a plu. On essaie de faire ce type de webinaire tous les 15 jours. Donc, vous allez recevoir certainement des emails pour le prochain. Le prochain webinaire, je peux vous le dire, ce sera sur la lecture du bilan comptable. Souvent, je fais un petit teasing, souvent le dirigeant voit son bilan comptable arriver. Là, c'est la période. Hein. Et donc, du coup, va avoir sans doute un rendez-vous avec son expert comptable pour que voit un petit peu comment ça se passe au niveau des chiffres. Mais finalement, ce bilan comptable, il est souvent laissé un petit peu de côté, alors que c'est une mine d'or d'informations
et que il y a plein de choses à savoir et à traduire dans les faits réels ensuite dans le pilotage de son entreprise en fonction des chiffres de son bilan comptable. Donc, on va vous apprendre un petit peu à le faire et vous donner encore une fois les clés pour lire un bilan comptable et vous en servir derrière pour mieux piloter et mieux gérer votre entreprise, être encore plus heureux justement dans votre rôle d'entrepreneur. Merci à tous, je vous souhaite un très bon week-end. Merci à toi, Christophe. De rien, écoutez, c'est un grand plaisir encore une fois d'être avec vous. Et écoutez, à la prochaine fois. C'est dans 15 jours le prochain webinaire, je ne sais plus si c'est le jeudi ou le vendredi, mais voilà, vous recevrez certainement une information ou suivez-nous en tout cas sur les réseaux sociaux, ce sera indiqué. Bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir à tous. Merci à tous.